Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je continue à vous conseiller un petit Wuxiapian de l'époque Golden Harvest du début des années 70. Pour rappel, j'avais fait une vidéo, donc la vidéo dernière, sur le Sabre écarlate The Fast Sword de Wang Feng, film de Hong Kong mais tourné à Taïwan par la Golden Harvest avec un casting quasiment intégralement de Taïwan. Et aujourd'hui, ça contredit un petit peu ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, puisque je vous avais dit que la Golden Harvest tournait beaucoup plus en extérieur que la Shaw Brothers, ce qui est vrai, mais ce qui contredit un peu ce que je disais, c'est que il y a aussi beaucoup de films tournés en studio à la Golden Harvest. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que, par exemple, un film comme La Fureur de vaincre de Bruce Lee, c'est quasiment intégralement tourné en studio, en intérieur. Et c'est un petit peu le film que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ça s'appelle The Blade Spares None, c'est-à-dire, on peut le traduire littéralement par La lame qui n'épargne personne. Et la lame qui n'épargne personne, c'est un personnage interprété par la formidable Nora Miao. Nora Miao, que vous connaissez bien si vous connaissez la filmographie de Bruce Lee et de Jackie Chan, puisqu'elle a joué dans, effectivement, la copine de Bruce Lee dans La Fureur de vaincre, également le personnage féminin dans La Fureur du dragon. On l'aperçoit aussi au début de Big Boss, celle qui vend les glaces. Elle apparaît aussi dans beaucoup de films de Jackie Chan de l'époque Lo Wei, notamment Le Magnifique ou la Nouvelle Fureur de vaincre, où elle reprend son rôle. Vous l'avez vu dans beaucoup de films de la Golden Harvest du début des années 70. Et là, elle reprend un petit peu la grande tradition des héroïnes épéistes de films de sabre chinois, initiées par des grandes actrices comme Chang Pei-Pei. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite aparté pour rendre hommage à Chang Pei-Pei un bref instant. Peut-être que je ferai une vidéo qui lui sera consacrée, mais elle nous a quittés il y a un jour ou deux, je crois même que c'était hier. Et donc voilà, c'est une triste nouvelle puisque c'est une des grandes figures du cinéma de Hong Kong qui a énormément œuvré dans le film de chevalerie chinois. C'était l'incarnation un peu ultime, l'héroïne ultime du film de chevalerie. C'était quelqu'un qui ne venait pas du monde des arts martiaux. C'était une danseuse, je crois, à la base, comme beaucoup d'actrices de cinéma martial après, à l'époque. Et donc, voilà, elle nous a quittés et c'est bien triste, et je lui ferai probablement une petite vidéo hommage dans très peu de temps, où je mettrai en focus un petit film. Mais donc revenons un petit peu au film d'aujourd'hui. Donc le film d'aujourd'hui, donc La lame qui n'épargne personne, interprétée par Nora Miao. Comme j'ai dit, elle reprend une figure archétypale de l'héroïne de Wuxiapian chinois. Elle est extraordinaire. Alors elle n'est pas à la hauteur de Chang Pei-Pei, évidemment, que ce soit en tant qu'actrice ou en tant ou en termes de charisme, mais quand même, elle est très forte. Elle a beaucoup de charisme. Elle est superbement bien dirigée au niveau de la chorégraphie. Et d'ailleurs, c'est un petit peu on va dire l'avantage de ce type de production de la Golden Harvest des années 70, c'est qu'ils vont aller à des histoires très simples, avec des intrigues très simples, peu de personnages finalement, pas d'intrigues ou de sous-intrigues très compliquées, une histoire vraiment qui va à l'essentiel, très efficace, mais où ils mettent vraiment le paquet sur le design, sur les décors et les costumes, et puis surtout sur les combats. Il y a énormément de combats, c'est très généreux, c'est très vif, c'est toujours des chorégraphies magnifiquement faites par Han Ying-jeou et son disciple Sammo Hung. Donc ça apporte vraiment une dynamique incroyable en termes de scènes d'action, ce qui est vraiment rafraîchissant pour l'époque. Et on va vraiment être dans une typologie de film qui va privilégier le spectacle, l'efficacité et la grandiloquence, plus que les grands sentiments, l'émotion, la profondeur, etc., qui avaient tendance à faire plutôt la Shaw Brothers. Là, on est vraiment sur du pur spectacle assumé, avec des histoires très simples. Donc c'est extraordinaire. Vraiment, Nora Miao porte le film sur ses épaules. Elle n'est pas seule, c'est un trio de personnages. Mais c'est vraiment elle l'héroïne, et celle qui porte le rôle titre, et elle est excellente. Moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de charisme, et ça fait plaisir de la voir, si vous connaissez un petit peu sa filmo, de la voir dans autre chose que simplement être la faire-valoir de Jackie Chan ou de Bruce Lee dans les films. Là, c'est vraiment l'héroïne du film, et c'est vraiment très chouette. Elle a vraiment un très grand charisme, et elle se bat super bien. Elle est magnifiquement fringuée, et vraiment, elle incarne très bien
l'héroïne chevaleresque du Wuxiapian de l'époque. Voilà, elle est vraiment excellente. Elle est aidée par un duo de chevaliers aussi, là aussi assez exceptionnel, puisqu'on va retrouver déjà d'un côté alors un grand acteur, un grand habitué des productions de la Golden Harvest de l'époque, aussi affilié à Bruce Lee, puisqu'il s'agit de James Tien. Je vous avais aussi un petit peu parlé de James Tien, qui avait suivi Raymond Shaw à la Golden Harvest, et aussi plus tard Lowey à la Lowey Motion Pictures, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est, je trouve, assez souvent, moi je trouve injustement critiqué, parce qu'on a tendance à le comparer à Bruce Lee, du fait ils aient fait beaucoup de films ensemble et tout, alors qu'en fait c'est un très bon acteur. C'est un pratiquant d'arts martiaux plutôt correct, moi je trouve. Effectivement, il est à des années-lumière de la grâce d'un Bruce Lee, et, euh, et au niveau de la pratique martiale, mais quand même, c'est un des grands acteurs voilà, de la Golden Harvest de l'époque. Malheureusement, on l'a souvent fait jouer des rôles de faire-valoir, de sidekicks, ou très très souvent de méchants, hein, puisqu'il va jouer les méchants dans pratiquement tous les Lowey, dans pratiquement tous les Sammo Hung aussi, dans les années 80, parce que ça va beaucoup aussi l'engager dans ses films, et il va jouer voilà, un des méchants de Dragon Forever au début qui se fait buter. C'est le méchant de First Mission, c'est le méchant comment dire, c'est le méchant de Yes Madame, c'est le méchant de plein de films comme ça où il joue toujours un peu le même rôle, mais c'est un super pratiquant d'arts martiaux, c'est un super cascadeur aussi. Regardez la fin de son combat dans First Mission, la manière dont il tombe, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a une forme physique assez impressionnante, et moi je trouve qu'on le rabaisse assez souvent, alors qu'en fait c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il va beaucoup faire de rôles de méchants. Bah même, il joue même dans la première mouture, l'original donc du jeu de la mort par exemple. C'est vraiment un acteur voilà, que vous connaissez si vous êtes habitué au film de la Golden Harvest, et qui je trouve est souvent injustement critiqué. Et c'est quelqu'un de très bien. Et là il est vraiment excellent. Il joue une espèce de... Alors c'est pas le héros principal, parce que en fait c'est un duo de chevaliers masculins. Lui ça va être un peu le sidekick encore une fois du duo, personnage plutôt on va dire le personnage un peu comique du film, avec un caractère un peu un peu bourru, bon compagnon, voilà, le bon pote, le bon copain, le frère d'armes, fidèle et dévoué, le bon garçon. Et là, pour une fois, il joue un personnage assez naïf, assez rieur, assez comique. Ça le change un peu aussi des productions où il joue souvent des méchants. Donc ça fait aussi plaisir de le voir dans un rôle un peu à contre-courant, même s'il a fait des rôles un peu comme ça, hein, dans sa carrière, surtout au début. Mais voilà, il jouait souvent aussi des gentils garçons, il faisait pas que des méchants. Et là, bah, il est impeccablement, voilà, c'est vraiment une bonne incarnation du chevalier fidèle, du fidèle compagnon de voyage, quoi. Il est vraiment vraiment là-dedans, et il est très très bon. Et donc le héros masculin du film, puisque je l'ai dit, James Tien est en duo avec un autre chevalier. Là, il est interprété par Patrick Tse. Alors Patrick Tse, pareil, acteur emblématique du cinéma de Hong Kong, très 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 beau, beaucoup de charisme, très bon acteur, hein. Alors c'est le père de Nicolas Tse. Nicolas Tse, hein, l'acteur bien connu du cinéma de Hong Kong, qui est encore en activité aujourd'hui. Je crois même que le père, Patrick Tse, fait encore des films à Hong Kong. Il est très très vieux. Alors Patrick Tse, pour resituer, c'est évidemment le méchant de Shaolin Soccer, c'est le héros principal de Story of the Discharged Prisoner, donc le film original que va adapter Tsui Hark et John Woo quand ils vont faire le syndicat du crime. Voilà, acteur d'un grand charisme. On l'a aussi vu dans la grande série de Mon Sifu, Legend of Condor Hero. Voilà, c'est un des acteurs mythiques et emblématiques de l'époque. Flaming Brothers, c'est aussi le méchant. Enfin voilà, il y a plein de rôles qu'il a fait. Acteur magnifiquement beau, et à la fois très charismatique, et qui là aussi incarne un chevalier, un épéiste tout à fait remarquable. Alors peut-être un peu trop propre sur lui par rapport à l'acteur, mais franchement ça fait le taf. Il est très 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 bon, et donc ça forme comme ça un trio de chevaliers, donc James Tien, Patrick Tse et Nora Miao, qui vont voilà, encore une histoire très simple de vengeance, et ce qui est original dans ce film, outre les magnifiques combats, donc comme j'ai dit, chorégraphiés
par Samo et par son mentor Aninji, qui sont efficaces, nombreux, généreux, comme c'était le propre des productions de l'époque. Le film est quand même... Alors, il y a beaucoup de scènes en extérieur, qui tournaient à Hong Kong, hein, je pense, dans les nouveaux territoires, mais il y a aussi beaucoup de scènes en intérieur que je trouve absolument magnifiques. On retrouve un petit peu... Alors, peut-être pas le niveau de Choyan, mais il y a quand même des scènes assez belles, notamment des scènes comme ça de cascades, de fontaines avec un jeu de lumière. Il y a notamment une scène sous la pluie, tournée sous la pluie, qui m'a fait quand même assez halluciner, puisque en plus d'être magnifiquement chorégraphié avec les acteurs qui sont impeccables dans la gestuelle et tout ça, il y a quand même un rendu visuel assez remarquable. Et notamment, alors c'est assez impressionnant aussi pour l'époque. Moi, j'avais jamais vu ça, enfin en tout cas pas dans un Show Brothers, enfin pas dans mon souvenir, mais il y a une espèce, donc pendant ce combat sous la pluie, donc les personnages combattent, se mettent en pause comme ça, et au moment des pauses, en fait, on voit vraiment le tonnerre en arrière-fond, avec des spots en fait lumineux qui sont placés, je pense, devant le décor. Et du coup, quand ça tonne, ça fait un effet visuel vraiment remarquable, puisque ça, on est vraiment, c'est pas simplement un décor plat, peint à la main. Il y a vraiment la profondeur du ciel, la pluie qui tombe devant, et puis les spots lumineux qui s'éclairent au moment où l'orage frappe, quoi. Donc ça fait un rendu visuel vraiment cool, et il y a plein de trucs comme ça dans le film. Grainé, où on sent ils ont aussi, pour se démarquer de la Shaw Brothers, ils ont fait des efforts à ce niveau-là, un petit peu au niveau de le côté un peu pyrotechnique et tout ça. C'est assez remarquable, c'est assez beau, il y a vraiment des trucs visuels assez chouettes là-dedans. Mais on sent vraiment, voilà, que c'est un genre de film où le visuel est vraiment, le tape à l'œil en fait, est beaucoup plus mis en avant que la profondeur. Donc c'est peut-être le défaut de ces films-là, mais franchement, si vous appréciez les wuxiapian, si vous appréciez les films de chevalerie chinois et que vous voulez découvrir un petit peu ce que faisait la Golden Harvest à l'époque, à ce niveau-là, je trouve que c'est très intéressant. Surtout que c'est pas leur domaine de prédilection. Ils ont produit beaucoup de wuxia au début de de l'ouverture du studio, mais je pense que c'est simplement pour ne pas prendre trop de risques tout de suite, et de pas amener quelque chose de trop nouveau tout de suite, c'est-à-dire de garder quand même l'essence du cinéma martial des années 60, de perpétuer un petit peu ça dans les années 70. Hein. Il y avait à l'époque, c'était la fureur Chang-Chi et compagnie. D'ailleurs, on retrouve ça dans le film, hein. Des dizaines et des dizaines d'assaillants qui vont foncer sur nos héros avec des gerbes de sang partout. On a ça dans le film aussi. Il y a vraiment il y a une synthèse de plein de choses qu'on a vu avant, mais avec un rendu beaucoup plus efficace, beaucoup plus direct, beaucoup plus rentre dedans. Voilà, où le visuel est beaucoup plus privilégié que les grands sentiments. Mais voilà, ça fait vraiment le taf. C'est une époque intéressante du cinéma de wuxia, du studio Golden Harvest, qui débutait à l'époque, et il y a plein de petits films comme ça de wuxia très cool. Là je vous ai conseillé The Fast Sword, donc Sabre écarlate, celui-là. Il y a aussi Bandit from Shantung aussi, qui est très bien, qui a je crois dans mon souvenir un visuel un peu plus aussi tourné à Taïwan, je crois. Il y a un peu plus celui-là aussi, enfin voilà, j'en ai pas vu des masses, j'en ai vu quelques-uns. J'aimerais beaucoup regarder un jour leur premier film, le premier film de Golden Harvest, donc Hungry River. J'aimerais beaucoup le voir, et je pense que je le verrai un jour. En tout cas, voilà, je vous conseille ces petits films si vous voulez, si vous êtes fan de wuxiapian et que vous voulez perpétuer un petit peu ça, et la vision de tout ça. Voilà, j'en dirai pas plus, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à très bientôt. Ah oui, encore une fois, juste un j'en ai pas parlé, c'est vrai que le réalisateur du film, qui est un artisan très efficace, c'est Teddy Yip Wing Cho. Alors Teddy Yip Wing Cho, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films d'arts martiaux dans les années 70. Hein. Je pense qu'il a même commencé avec la Golden Harvest, c'était un des réalisateurs maison. Et ensuite, il va devenir acteur beaucoup. Vous allez beaucoup le voir en tant qu'acteur à la Golden Harvest, et même dans d'autres productions, hein, qui n'est pas pareil. Ça va être un acteur récurrent. Vous savez, ce gros bonhomme à moustache, toujours dans des seconds rôles, qui va jouer soit un inspecteur de police, un maître d'hôtel, par exemple, bah, c'est le pote de Samo dans pote de prison de Samo dans Island of Fire, le tenancier le patron du restaurant dans First Mission au début, le patron du restaurant
dans l'héritier de la violence avec Brandon Lee. Il va jouer dans tous les films de Sammo quasiment. Vous allez le voir même dans les films de Jackie Chan, des Police Story, des trucs comme ça. Vous allez le voir absolument partout. C'est vraiment un des seconds rôles mythiques du cinéma de Hong Kong. Et donc là, il réalise c'est son premier film, avec Nora Miao, l'épée qui n'épargne personne. Et voilà, c'est la petite aparté. Sinon, on retrouve plein de gueules de cinéma de Hong Kong de l'époque, de la Golden Harvest, hein, des gens que vous avez vus dans les films de Bruce Lee, plein de seconds couteaux assez mythiques de l'époque. Vous allez même pouvoir voir un Eddie Ko tout jeune qui se fait trancher la gorge de manière et qui meurt de manière magnifique. Et puis évidemment des petites apparitions de gens qui ont pas enfin des artistes martiaux, des cascadeurs de l'époque qui vont devenir des grands réalisateurs par la suite, notamment Sammo et compagnie. Donc y compris même un tout jeune Jackie Chan, en arrière-fond aussi qui se trimballe par là. Donc voilà, en gros, c'est vraiment l'installation de la réunion de plein de gens qui vont faire le cinéma hongkongais des années 70-80. Donc c'est assez historique à ce niveau-là. Voilà, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je laisse là-dessus. Bye.